Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Si vous vous êtes levé à 5 heures comme moi, eh bien ça fait un peu tôt. Voilà, maintenant je le regrette, je suis fatigué, surtout que bon, je ne me suis pas couché si tôt que ça non plus. Ce n'est pas le sujet. Le week-end à Phillip Island, ça commence. Il y a pas mal de choses à dire, pas mal de changements climatiques, pas mal de changements sur la piste, pas mal de mouvements. Donc on va essayer de parler d'un peu tout ça, que ce soit la practice, la Q1, la Q2, mais aussi la course sprint, bien sûr. À la fin, restez bien jusqu'à la fin. En tout cas, je placerai mes pronostics pour la course principale de demain en MotoGP. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Commençons par la practice, commençons par la journée du vendredi. Alors premièrement, journée du vendredi compliquée. Il a commencé à pleuvoir le matin, enfin il pleuvait déjà le matin. La séance MotoGP, la FP1 a été annulée parce que bon, il y avait trop d'eau sur la piste, il y avait des endroits où l'eau stagnait malheureusement, donc aquaplaning, dangerosité pour les pilotes. Donc pas de FP1. J'ai quand même regardé, c'était sympa, il a regardé si vous voulez vous faire 15 minutes de blague. Il y a des interviews des pilotes, des trucs comme ça, des trucs sympas, mais il n'y a pas de moto qui roule. Après la practice, mieux la practice, ça a séché, plus le temps passait, plus la piste était roulable, plus la piste était bonne, et à la fin on a eu des gros tours chrono, notamment de la part des frères Marquez, et tout ça, ça s'est bien passé. Petite mention pour Alex Rins et son passage en Q2 directement. Mis à part ça, pas trop de surprises, si les surprises se situent au fond du classement, avec Bastianini, Quartararo, Pedro Acosta, Aleix Espargaro, qui ne passeront pas directement en Q2, et ça va se répercuter sur la Q1 aussi. La Q1, c'était très technique parce que comme la veille, il s'est mis à pleuvoir le matin. La FP2 s'est déroulée sous la pluie pour les MotoGP. Ça commençait vraiment à sécher à la fin. C'était sur une piste séchante. Et en Q1, on a privilégié les pneus slick parce que oui, sur la fin de la Q1, c'était les pneus slick les plus rapides. Et là, pour le coup, tout était une question de timing, de millimétrage, de stratégie, car au début la piste n'était pas réellement praticable à 100% avec les pneus slick, donc c'était de la découverte, toujours pour faire sécher la piste, la faire monter en température, mettre en température les pneumatiques, mais c'est vrai qu'au début les pneus slick n'avaient pas forcément un avantage, et c'est dans les 6-7 dernières minutes qu'on a vu par exemple Pedro Acosta améliorer tour sur tour, mais pour le coup, c'était peut-être un peu trop tôt parce que le but de cette Q1, c'était d'avoir le pneu le plus frais, le plus tard possible pour en fait faire le tour quand la piste est le mieux possible, car la piste, minute par minute, s'améliorait et donc forcément à la dernière seconde du temps, elle était le mieux possible pour la Q1. C'était là où il fallait placer son chrono et il ne fallait pas avoir tué ses pneus soft pour les tours précédents, pour les mettre en température et pour justement redécouvrir la piste qui séchait. Donc voilà, ça a été très bien fait par Enea Bastianini qu'on a vu sortir assez tardivement de son box. Ça a été très bien fait par Raúl Fernandez qui va prendre le premier chrono de cette Q1. Et malheureusement, des pilotes comme Acosta se sont fait piéger et partiront très loin sur la sprint et la course principale avec beaucoup de tours d'attaque très tôt, et malheureusement les derniers tours qui étaient les plus nécessaires pour passer en Q2, ils ont été un petit peu ratés, les pneus étaient peut-être un peu plus usés, la Acosta était peut-être un peu pris de fatigue et tout ça, enfin je ne pense pas que c'était la fatigue, mais bref, vous savez, à force d'enchaîner les tours chrono et d'être concentré pour éviter les petits patchs d'eau, tout ça, et forcément, quand on arrive dans les dernières minutes, c'est un tout petit peu plus complexe, et c'est là où je pense que ça a pêché pour certains pilotes, enfin je suis quasiment sûr de ça, mais ça a pêché pour certains pilotes. Après, nous avons une Q2 normale, si je puis dire, hein, il y avait quand même des écarts de psychopathes à tous les étages. Martin qui nous sort quasiment le record du tour, alors que, je le rappelle, 20-30 minutes avant, la piste était encore mouillée, on ne savait même pas si les slicks étaient possibles. Martin qui a 50 millièmes du record du tour, donc là franchement, Jorge Martin, une qualification exemplaire, un tour chrono parfait, il met la misère à tous ceux qui sont derrière, et voilà. Bon, je me suis un peu étalé sur toutes les qualifs, toutes les practices et tout. Parlons de la course sprint. C'était plutôt sympa dans l'ensemble cette course sprint. Plusieurs points à donner. Déjà, premièrement, je vais commencer par ça. On a parlé de Martin pour la qualif. Parlons de Martin pour la course sprint. Exemplaire, parfait, rapide. Rien à dire pour la course sprint de Jorge Martin. Alors là, pour le coup, Bagnaia était sur une série de 3 victoires consécutives en course sprint. Martin remet les pendules à l'heure, 16 points d'avance au championnat actuellement, une pole position avec une avance considérable, une victoire en course sprint maîtrisée grâce à un Marc Marquez qui s'est un petit peu loupé au début, mais ça on en reparle après. Martin a été très bon et ça annonce de bonnes choses pour demain et pour son championnat
en général. Donc un grand bravo à Jorge Martin qui a su maîtriser un rythme en 1,29 high, donc 1,29,8, 1,29,9 pendant une grosse partie de la sprint, des tours qualif, tout simplement. Vous faisiez ces tours-là en qualif, vous étiez quasiment sur la première ligne. Donc voilà, Martin qui enchaîne des tours qualif en course sprint et qui vient s'imposer parfaitement. C'est très bien joué à lui. Marquez, de son côté, très bonne course aussi, bonne remontada, des beaux dépassements. Il s'est loupé au virage numéro 1, pas assez agressif sur les freins, il n'a pas désengagé le All Shot Device du coup à l'arrière, et voilà, ça l'a un peu perturbé, freinage un peu tardif, un peu loupé, Bagnaia qui repasse, et tout le monde qui passe, ainsi de suite. Mais la remontada est belle, le rythme est très bon, et la bataille avec Martin s'annonce assez tendue dès demain. On peut continuer sur ce podium, je fais pilote après pilote actuellement. Eh bien c'est Enea Bastianini qui confirme depuis ses milieux de saison qu'il a enfin trouvé ce petit truc, qu'il a cette rapidité, qu'il peut attaquer dès le début de la course. Un très bon départ, premièrement, d'Enea Bastianini qui n'est pas super bien placé sur cette grille de départ. Très bon départ qui vient de passer dans la première position, aller chercher des dépassements sur Marquez, sur Bagnaia. C'est vraiment de beaux dépassements et une attaque directe en fait. On n'attend pas 40 tours, on n'attend pas la fin de la course. On est directement d'attaque pour Enea Bastianini. On utilise le pneu à son plein potentiel et on va chercher des gros tours chrono. Bon, il n'est pas le plus rapide, il est moins rapide que Marquez, beaucoup moins rapide que Martin, enfin que Martin et que Marquez. Mais c'est très bien, il était le plus rapide de tous les autres pilotes. Donc encore un podium en course sprint. 4e podium en course sprint consécutive, je crois, pour Enea Bastianini. Donc on est vraiment sur une série parfaite pour le pilote italien qui nous montre que très clairement, il a passé un step et que si, bon, avec des si, vous savez tout ce qu'on peut faire, mais si au début de saison, ça avait été différent, peut-être que Bastianini ne serait pas dans cette position actuellement au championnat du monde, mais ce n'est pas le sujet. Parlons Francesco Bagnaia. Un manque de rythme général. Voilà, Bagnaia, c'est un manque de rythme général, et ce depuis le début du week-end. On le sait, sur la GP24, il y a quelques problèmes, notamment dans le team officiel, des vibrations, du pompage à l'arrière, c'est-à-dire la moto fait quand même beaucoup de mouvements à l'arrière dès qu'on remet les gaz. Donc voilà, on va voir ce qu'il peut faire pour demain, peut-être discuter un peu, regarder les datas de Bastianini, de Marquez et de Martin, regarder un peu ce qui peut être fait sur la moto, mais c'est un peu plus compliqué pour Bagnaia. Derrière, il y a eu pas mal de batailles, il y a eu des petits dépassements un peu partout. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette course sprint. Alors, c'était pas la plus folle de l'histoire non plus, mais il y avait quand même des petits trucs comparé à dernièrement. Là, c'était un peu sympa, il y avait du dépassement. Parlons maintenant, parlons aussi de Ducati qui met 6 motos dans le top 7. Di Giannantonio qui prend une pénalité, je crois, à cause de sa pression du pneumatique à l'avant. 5 Ducati dans le top 5, voilà, top 5 bouclé encore une fois, donc 4 GP24. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Parlons peut-être de l'incident Marco Bezzecchi Viñales. C'est compliqué, je vais essayer d'en reparler dans le BRK la semaine prochaine, mais c'est les conditions. Les conditions de piste sont compliquées. Déjà, avec les conditions changeantes, c'était pas facile. Le grip a l'air plutôt bon, mais en fait, le principal problème actuellement à Phillip Island, c'est le vent. Des bourrasques en fait, c'est vraiment des bourrasques parce que, comme le dit Martin, le vent n'est pas linéaire. C'est pas un vent de 50 km/h qui souffle de face et vous savez ce qui se passe. C'est des bourrasques qui arrivent une fois par-ci, une fois par-là, une fois à 50 km/h, une fois à 100 km/h. Et donc, franchement, avec les motos, avec tout l'aéro et tout, les pilotes sont totalement emportés. On le voit parfois dans la ligne droite, ils sont complètement penchés pour contrer le vent. C'est compliqué, cette analyse-là, et donc ça fait partie de la chute, je pense, de Bezzecchi, mais il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en compte, comme le point de freinage de Viñales, le point de freinage de Bezzecchi. Peut-être qu'il est différent pour les deux, peut-être que Bezzecchi a freiné trop tard, peut-être qu'il s'est fait surprendre par un Viñales qui freine un peu plus tôt avec l'aspiration et le dépassement, donc il préfère privilégier son entrée de virage sans prendre de risque, parce qu'on l'a vu précédemment, il s'était un petit peu loupé dans le T1 pour essayer un dépassement juste avant. Et Bezzecchi du coup qui sait peut-être surprendre et qui bloque l'avant, la moto qui se lève et patatras. Franchement, le crash il fait très peur, ça va très vite à cet endroit. Là on arrive à 340 km/h à peu près, 340 à la prise de frein, on passe le virage à peu près 200 km/h. Donc c'est des vitesses où on n'aime pas voir des pilotes tomber. On l'a vu de toute manière, la distance parcourue par les pilotes en roulant et tout, c'est franchement, c'est dangereux. C'est dangereux, ça fait peur sur le moment. Tout le monde va bien, tout va bien. Et puis il y a aussi peut-être ce phénomène d'aspiration. Forcément, Viñales qui vient se rabattre pile sur la trajectoire idéale, pile devant Marco Bezzecchi.
L'aéro de Bezzecchi devient totalement nul, hein, plus d'aéro à l'avant, plus rien, plus d'air qui vient appuyer sa moto. Et donc Bezzecchi qui subit le phénomène d'aspiration tout simplement, et ben voilà, il se fait aspirer par la moto de Vignales. Et c'est le contact qui est inévitable de toute manière. À partir du moment où il bloque l'avant et que la moto commence à se lever, il ne peut plus rien faire. Tu es à 300, enfin à 280, tu as la roue arrière en l'air, tu peux rien faire. Donc voilà, petite chute de Binder, petite chute d'Acosta. Acosta, ça a un week-end catastrophique pour le moment. Binder, je ne sais pas s'il y a eu un contact précédemment avec Morbidelli, mais il avait l'air de se plaindre de quelque chose de Morbidelli, alors que bon, le dépassement pour le coup au virage de Jack Miller avait l'air tout à fait propre. Mis à part ça, voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Tout le reste sera dit bien sûr dans le BRK la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo et passons aux pronostics. Les pronostics. Alors les pronostics, c'est un peu complexe dans le sens où il y a pas mal de facteurs qui vont entrer en compte. Premièrement, le climat, la météo. Normalement, demain il fait beau. Pas de pluie annoncée, pas de tempête. Normalement, il y a un peu de vent quand même, un peu plus de vent qu'aujourd'hui. Mais bon, on a vu qu'aujourd'hui il faisait vraiment pas beau, il y avait du vent et tout. Mais demain, normalement, le ciel est calme. On devrait avoir une course sur le sec. Donc voilà, mais il faut faire attention à ça. Et si jamais il y a drame et qu'il pleut, je n'en ai aucune idée. Je vous le dis tout de suite, si je me marque Marquez premier, c'est tout ce que je sais. Marquez premier si jamais il y a de la pluie dès demain. Et Binder, elle est pas loin dans le tas, mais bon, je suis pas trop sûr de mon info. S'il fait sec, Martin, Marquez, Bastianini. Je prends pas trop de risques. Peut-être Bezzecchi, peut-être Bagnaia. Bezzecchi seul pilote en pneu médium, donc là il a des informations pour demain. Pour le pneu médium, parce que demain tout le monde va rouler avec le médium pendant la course principale s'il fait un temps à peu près normal. Donc Bezzecchi est celui qui a le plus d'infos sur le médium, donc si tout va bien, il va pouvoir régler sa moto en conséquence. Et pourquoi pas s'attendre à une très belle prestation de Marco Bezzecchi qui va avoir de l'avance sur ce point-là. Après, je vois mal Martin se faire bousculer. Marquez, je pense qu'il a à peu près le rythme de Martin, mais sur la distance, pourquoi pas. Alors si au départ, Marquez arrive vraiment à tenir Martin, je pense que Martin il va pas prendre non plus des risques inconsidérés s'il est devant Bagnaia. Et donc c'est peut-être ce qui peut faire jouer la victoire en la faveur de Marquez. Et c'est pour ça que j'hésite vraiment entre les deux premiers. Parce que si Marquez fait un bon départ et qu'il arrive bien à tenir Martin, je suis pas sûr que Martin pousse comme un forcené pour aller chercher une P1 à la place d'une P2. Donc Marquez, Martin, Martin, Marquez, je sais pas trop. Et derrière, je sais pas trop entre Bagnaia, Bastianini et Bezzecchi. Mais bon, mon top 3 à moi, c'est Martin, Marquez, Bastianini, comme la course sprint. Voilà, ça c'est mon opinion, mais je vous ai donné un petit peu mes doutes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Théo, ciao ciao, on se retrouve très très vite pour le BRK. Hâte de voir ce Grand Prix d'Australie parce que ça va être quasiment déterminant pour le championnat. Ça arrive. Là, plus le temps passe, plus les courses sont importantes. Et là, les 16 points de Martin, ils sont vraiment très précieux.